Bien, ben bonjour à tous. Oui. Bonjour. Merci. Il y en a en haut, il y en a en haut, il y en a partout, c'est formidable. Bien. Alors j'ai demandé à Bertrand Perrier de venir nous parler sur un thème qui était particulier, qui est plaider sa cause comme un avocat. Alors tout le monde le connaît, c'est un auteur qui est extraordinaire, puisqu'il a le plaisir non seulement de publier, mais après d'être dans les livres de poche. Je pense que c'est l'académie pour les auteurs. Hein. Ça permet de montrer qu'on vend des exemplaires incroyables. Il est aussi professeur, c'est à Paris 8, c'est ça? Ouais. D'accord. Et également, il est aussi avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Donc il a toute une expertise extraordinaire. J'ai ici des collaborateurs qui sont, comme tu le vois, jeunes. Beaux. Et en fait, je pensais qui deviendront riches. Et qui deviendront certainement. et donc, je m'étais dit que c'était peut-être intéressant Je n'encourage aucune revendication, hein, soyons clairs. Je ne suis pas là pour porter la voix de quiconque. Et donc, l'idée était de partir de cette idée de plaider. En fait, finalement, c'est pas mal plaider, parce qu'on doit soutenir quelque chose, une cause. C'est devant un juge, c'est devant le public. Donc, c'est quelque chose de passionnant. On a aussi un problème de rhétorique. Tu nous avais déjà expliqué que Platon considérait que c'était de la manipulation, que Quintilien considérait que c'était l'art de bien dire, et que Aristote trouvait finalement que c'était l'art de persuader. Donc on part sur tout ça et on va se dire comment on peut plaider sa cause. Bertrand, je te donne la parole, ce qui est quelque chose de magique. Eh oui. Et je te laisse te présenter, nous exposer. Ok, merci de l'invitation. C'est un peu inhabituel comme configuration, j'ai jamais fait ça dans un escalier. Honnêtement, il fallait que Gérard ait cette inventivité des lieux. La parole, c'est pas seulement une diction, c'est aussi une circonstance, et celle-là est pour moi totalement inhabituelle, mais après tout, pourquoi pas. Alors, comme l'a dit Gérard, j'exerce le métier d'avocat à la Cour de cassation depuis quelques années. C'est donc un ordre particulier qui est habilité à plaider devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. Mais pendant une quinzaine d'années avant, j'ai été avec vous avocat au barreau de Paris. J'ai commencé dans un cabinet d'avocats à la Cour de cassation parce que je voulais être avocat à la Cour de cassation. Et puis après, en fait, il y a eu des problèmes dans ma vie, c'est que j'ai passé le concours de la conférence. Certains d'entre vous connaissent ce concours, peut-être certains d'entre vous ont envisagé de le passer, l'ont passé, s'interrogent sur l'idée de le passer. Moi, je l'ai passé. Et je dois vous dire, c'est pas pour vous encourager, enfin si, c'est pour vous encourager que ça a totalement bouleversé mon existence professionnelle. Véritablement, véritablement, il y a eu un avant et un après la conférence. Il y a pas de risque à passer la conférence. Honnêtement, c'est une aventure humaine et juridique extraordinaire. Pendant un an, quelle que soit sa matière de base, moi j'avais jamais vu un juge d'instruction, j'avais jamais vu un juge des libertés et de la détention, j'étais jamais allé en prison, et du jour au lendemain, par la conférence, ayant fait 3 discours de 10 minutes, qui est quand même pas non plus incroyable, on m'a commis d'office pour aller à la cour d'assises, pour aller aux comparutions immédiates. Et honnêtement, en termes de confiance en soi professionnelle, en termes d'accélérateur, de rencontres, de carrière, c'est vraiment un moment incroyable. Au-delà de l'aspect oratoire, qui est évidemment important parce que on fait des discours, on en écoute, etc. Enfin voilà, ça c'est le préambule. Vraiment, s'il y en a qui s'interrogent sur l'opportunité de passer la conférence. Alors, c'est pas un discours qui est très sympathique aux yeux de vos patrons, parce qu'évidemment, quelqu'un qui réussit le concours de la conférence est un collaborateur qui est pendant un an moins disponible, mais si on passe, ce qui avait été mon cas, une sorte de pacte que on vous embête pas pendant un an et que derrière, vous restez encore pendant 3-4 ans pour faire bénéficier le cabinet de l'expertise que vous avez acquise, je pense que le deal est assez équilibré. Donc, vraiment, et puis vous risquez rien. Encore une fois, si vous l'avez pas, vous n'êtes pas radié, donc c'est déjà et vos cotisations ne sont pas majorées, donc c'est déjà quelque chose d'important, sachez-le, et donc vraiment passer ça, c'est vraiment très amusant. D'abord, ça vous sort de votre exercice professionnel. Moi, je me souviens de mes sujets, c'est des sujets, vous connaissez les sujets de la conférence, c'est des sujets parfaitement absurdes. Enfin, moi, j'ai eu faut-il ouvrir la porte des paradis artificiels. Enfin,
Enfin, c'est aussi une occasion de travailler son oralité sur un autre registre que celui que vous avez dans les audiences, dans les réunions, dans les négociations, parce que évidemment, vous n'êtes probablement, je ne vous connais pas, mais vous n'êtes probablement pas tous des plaideurs d'audience, mais en réalité, la prise de parole des avocats, elle est absolument multiforme. Il n'y a pas qu'à l'audience que les avocats prennent la parole. On prend la parole tout le temps. On prend la parole avec ses collaborateurs, on prend la parole avec des clients, avec des prospects. Et je vais vous dire une première étude que je trouve assez fascinante sur le jugement que l'on porte sur les gens lorsqu'ils prennent la parole et le caractère extraordinairement discriminant de ce jugement. Il y a une étude qui a été faite en 2019 aux États-Unis, c'est très sérieux, c'est l'Académie des sciences, qui a montré que votre interlocuteur, quel qu'il soit, lorsque vous lui parlez, vous a classé dans une catégorie socio-professionnelle au bout des 7 premiers mots que vous avez dit. Et donc ça veut dire que les 7 premiers mots ont déjà tout dit de vous. C'est un peu comme dans une copie. Vous avez lu l'introduction, enfin on a tous été correcteurs, etc. Jamais personne ici, on peut se l'avouer maintenant, n'est allé au-delà de l'introduction. On n'est pas payé, pas assez, donc l'intro a déjà tout dit. Enfin, ne nous montre pas, j'ai corrigé le CFPA, enfin voilà, quand on ne jetait pas les copies dans l'escalier pour noter de 1 à 20, et évidemment, on ne lisait pas au-delà de l'introduction. Mais pourquoi ? Parce qu'on a raison de faire ainsi. Parce que, au-delà de ce qu'on appelle l'exorde, c'est-à-dire le démarrage, beaucoup de juges ne vous écoutent déjà plus. Et donc, vraiment, soyez attentifs à cela, à cette première impression. Alors, évidemment, cette première impression, elle n'est pas que verbale, elle est aussi physique, parce que il y a une autre étude que vous connaissez peut-être, celle-là est plus connue, qui est l'étude de Albert Mehrabian, qui a donc quantifié l'importance respective dans la parole des 3 canaux, c'est-à-dire le langage du corps non verbal, la voix, le langage paraverbal et les mots, le langage verbal, et qui en déduit avec 1000 réserves, mais je ne vais pas revenir là-dessus dans ce cadre, que le langage non verbal comptait pour plus de la moitié dans la force de persuasion, que le langage paraverbal, c'est-à-dire la capacité à avoir une voix qui porte, une voix claire, une voix modulée, variée, compte pour plus d'un tiers, et que finalement, la part du message lui-même est presque résiduelle. Alors, bien évidemment, c'est une étude qui a été faite avec des conditions et d'un protocole tout à fait particulier, mais donc n'est pas généralisable, mais simplement pour vous faire prendre conscience que dans la parole, il n'y a pas que les mots. Il y a aussi le regard, il y a aussi le geste, il y a aussi une posture, il y a aussi des modulations de la voix. Ceux qui ont entendu Jean-Yves Le Borgne savent qu'il y a des avocats qui sont quasiment incarnés par leur voix de stentor. Alors après, il y a aussi l'idée que ces voix-là, un peu surjoué, je ne sais pas si vous avez déjà entendu Jean-Yves Le Borgne. Jean-Yves Le Borgne, ça fait cette sonorité-là. Alors, je comprends que le matin, c'est difficile. Mais il y a aussi ces personnalités vocales. Pour autant, ces voix-là, un peu Troisième République, ça se fait plus trop. Et aujourd'hui, on sait bien qu'on plaide technique, qu'on ne plaide pas dans l'emphase. De toute façon, le juge ne veut pas vous écouter. Je vous raconte une anecdote que j'aime bien. C'est Christian Charrière, pour le coup, l'ancien bâtonnier, qui l'avait raconté. Il plaide devant 3 juges, et successivement, ils s'endorment. Vous avez probablement vécu ce grand moment de gêne, de honte, de malaise, où le premier sombre, le deuxième le rejoint, puis le troisième n'est plus là non plus, et donc l'avocat se trouve bien dépourvu devant 3 juges qui pioncent, et il s'arrête de plaider, et du coup le ronronnement qui accompagnait et qui berçait le sommeil des juges s'interrompant, le juge se réveille, et l'avocat dit excusez-moi monsieur le président, à force d'être le seul à m'écouter plaider, j'ai fini par m'endormir moi-même. Et donc ça, alors ça faut plaider qu'une seule fois, ça, après vous revenez jamais dans cette juridiction, hein, donc voilà. Donc soyez attentifs à la question de la pyramide de Mehrabian. Soyez attentifs. Alors Gérard a cité Quintilien. Je vous donne 2-3 conseils, il en restera ce qu'il en restera dans vos vies professionnelles, mais malgré tout, ça peut avoir une importance. Oui, je dis un tout petit mot avant d'en venir à ce point. Je suis avocat donc à la Cour de cassation, et donc il y a tout un paradoxe à ce que je viens de vous parler de prise de parole en public, puisque chez nous, on ne plaide quasiment jamais.
Donc en fait, je suis, enfin c'est vraiment le sérail qui est donné à l'eunuque. Hein. Il y a l'idée que chez nous, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une audience à la Cour de cassation, je vous invite à le faire, c'est très joli. Mais chez nous, quand on souhaite plaider un dossier, on le demande. C'est-à-dire qu'on est contraint de faire une démarche à l'égard de la Chambre en disant tel dossier me paraît mériter des observations orales, et donc, après, on vous dit jamais non, hein, faudrait pas non plus exagérer, mais vous devez faire une démarche pour plaider votre dossier. Par défaut, il ne donne pas lieu à une audience. En réalité, à la Cour de cassation, l'audience se résume au délibéré. C'est-à-dire que on a eu des documents préparatoires, on a eu un rapport, on a eu un avis d'avocat général, etc. Mais l'audience elle-même, c'est simplement la réunion des juges qui votent sur le projet. Et donc, on a en quelque sorte forcé la porte. Ce qui veut dire aussi, et ce qui me paraît important, c'est que les magistrats vous le disent d'ailleurs, si vous plaidez ce que vous avez écrit, vous êtes mort. Il y a eu une instruction écrite. Et le juge aura beau jeu de vous dire, mais écoutez, vous me dites des choses, enfin, je suis pas débile, je sais lire. Et donc, en réalité, pour moi, et à la Cour de cassation, on le voit presque encore plus, parce que on ne plaide que si précisément on a quelque chose à dire qui n'est pas dans les Écritures. Sinon, pour le coup, alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous, peut-être c'est un peu moins le cas, mais vraiment chez nous, ils nous lisent. De toute façon, ils n'ont pas le choix parce qu'il y a nos moyens de cassation. Donc, s'ils ne répondent pas à nos moyens, c'est pas leur boulot. Donc, ils nous lisent. Et donc, ils ont vraiment beau jeu de nous dire, mais attendez, vous êtes très gentils, mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin que vous nous expliquiez, un, ce que vous avez écrit, et deux, le droit. Parce que le droit, on le connaît, et ce que vous avez écrit, on l'a lu. Et donc, j'insiste vraiment sur le fait que nous, on se fait rafaler, même parfois oralement, si on se cantonne à dire ce que l'on a écrit. La plaidoirie est faite pour être à côté, au-dessus, parce qu'on a quelque chose en plus à faire passer comme message, un peu de ce substrat humain, un peu d'une histoire personnelle que les écritures ne peuvent pas renfermer, parce que c'est une écriture technique, etc. Pour autant, je vous dis une chose, ça c'est vraiment mon petit moment avocat au conseil, pour ceux qui font des matières orales, c'est-à-dire le commerce, le pénal, etc., écrivez néanmoins. Écrivez néanmoins, concluez d'abord, ça vous aide à serrer vos arguments et à les formuler. Et nous, derrière, si j'ai pas d'écriture, qu'est-ce que je fais? Mon moyen, il est nouveau, et donc je peux plus rien faire. Donc vraiment, voilà, même pour ceux qui sont dans les matières d'oralité, concluez. Ça, c'est une chose. J'en reviens sur l'invitation de Gérard à Quintilien, qui est son livre de chevet, hein, sachez-le. Gérard a l'intégrale de Quintilien, évidemment en latin, hein, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, dans la Pléiade, parce qu'il est riche, mais il vous l'offrira. Et donc, Quintilien dit, et ça moi, ça m'a beaucoup marqué, alors bon, Quintilien, c'est l'éloquence judiciaire, hein, à proprement parler, et Quintilien dit, voilà, il y a 4 façons d'aborder un dossier, et je pense que ça peut être alors, à l'écrit ou à l'oral, mais surtout à l'oral. Il y a des dossiers qui se plaident en droit, parce que c'est la règle de droit qui est difficultueuse. Ça, c'est les dossiers qu'on va voir devant la Cour de cassation. Il y a les dossiers qui se plaident en fait. C'est des dossiers la règle de droit est acquise, mais c'est un débat de fait. Il y a des dossiers qui mettent en jeu des valeurs, la liberté d'expression, vous savez, tous les dossiers qui ont quelque part trait aux libertés fondamentales. Et puis, il y a des dossiers qui relèvent de l'émotion, parce que on a là une situation humaine. Et donc, pensez-y. Alors, évidemment, il y a des combinaisons. Il y a des dossiers de fait et d'émotion, il y a des dossiers de droit et de valeur. Vous voyez, par exemple, tous les dossiers de principe constitutionnel, c'est des dossiers à la fois juridiques et de valeur. Le conflit entre les droits de la défense et la liberté d'expression, par exemple. Voilà, donc pensez-y, parce que Quintilien a vraiment, dans les institutions oratoires, dit que le droit, le fait, les valeurs, les émotions. Et ça vous permet d'avoir une sorte de tamis, de grille de lecture de vos dossiers. Est-ce que ce dossier, il met en jeu une règle de droit, ou est-ce que c'est vraiment juste un débat de fait? Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de valeur? Et enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre des émotions? Puisque j'en suis aux auteurs latins, que Gérard a non seulement lu, mais bien connu, on va parler de Cicéron. Lui a théorisé la structure du discours. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une structure qu'on peut retrouver encore dans nos plaidoiries d'aujourd'hui. Parfois, vous dites, je sais pas, alors, on fait, il y a ce qu'on appelle les lieux. Alors, la théorie des lieux,
c'est les fameuses questions qu'on va se poser. Qui, quoi, où, comment, pourquoi, c'est-à-dire les questions qui permettent d'appréhender un dossier, qui l'a fait, sous quelle influence, quand, est-ce que le lieu a une importance, etc. Bon, ça c'est la théorie des lieux, et vous avez ce qu'on appelle un lieu commun. Hein, un lieu commun, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu argumentatif, au sens rhétorique de la notion de lieu, c'est-à-dire un type d'argument, et le lieu commun, c'est par exemple, la prison c'est mal. Voilà, si vous allez au compas, eh bien vous avez la prison c'est mal. Si vous allez au compas, vous avez le plan classique, les faits, la personnalité. Ce sont des lieux évidemment habituels, et si vous allez plaider aux comparutions immédiates, évidemment vous aurez la tentation, et elle est bien normale, de structurer sur les lieux, les faits et la personnalité. Je reviendrai peut-être sur la question du subsidiaire, parce que ça c'est toujours difficile de plaider un subsidiaire. Je vais y revenir tout de suite, et puis après on fera la structure. C'est parfois, enfin, on a tous cette idée des plaidoiries en cascade, et qu'est-ce qu'on fait avec son subsidiaire? Est-ce que le subsidiaire affaiblit le principal? Enfin, je pense que vous avez tous été confrontés à ce genre de choses. Alors moi je dis la chose suivante. J'ai pas de problème, je plaide le subsidiaire. Je pense que, en réalité, contrairement à ce qu'on dit, ça n'affaiblit pas véritablement le principal, et que le juge peut, dans son office, avoir une distinction claire entre ce que vous demandez à titre principal et ce que vous demandez à titre subsidiaire. En réalité, moi, je le fais de la façon suivante. Je dis voilà, j'ai un principal, alors qui est n'importe lequel, mais je dis voilà, moi, je ne suis pas assez présomptueux pour considérer que je vous ai nécessairement convaincu de mon principal. Et donc, dans ces conditions, compte tenu du fait que je ne sais pas si je vous ai convaincu, eh bien, je me dois professionnellement, dans ma responsabilité, de vous plaider aussi le subsidiaire. Et donc, je crois que dans ce cadre-là, en le prenant pour soi-même, on peut arriver à une articulation qui n'est pas inintéressante entre le principal et le subsidiaire, mais je crois qu'on doit plaider le subsidiaire parce que sinon le juge se retrouve sans plaidoirie sur une question qui peut être amenée à trancher, et je pense que le risque est trop grand qu'on laisse le juge dans la pampa sur le subsidiaire. Cicéron théorise les 5 parties. Cicéron, avocat, notre confrère, théorise la structure. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans vos plaidoiries aujourd'hui, vraiment. En 5 parties. C'est petit effort de mémoire, mais comme c'est enregistré, vous pourrez le revoir. Si vous tombez sur La parole est un sport de combat, c'est expliqué dedans. Et de toute façon, vous voyez ça dans tous les traités de rhétorique. Ce que je vous dis là, c'est quelque chose que je n'invente pas. Bien évidemment, sinon ça n'aurait aucun intérêt. En fait, je ne me fais que relayer des théories qui ont été élaborées il y a 2500 ans et dont nous sommes toujours les utilisateurs et les serviteurs. Cicéron dit voilà, dans une plaidoirie, il y a 5 moments. Le premier moment, c'est l'exorde. C'est-à-dire, c'est le moment où on capte l'attention du juge. Capter l'attention du juge, ça peut se faire de 1000 façons. Et moi, je crois... Alors, d'abord, évidemment, il y a la plaidoirie dont on a préparé le début. Mais, au fond, pour moi, le bon démarrage, c'est pas nécessairement celui qu'on a préparé, c'est celui qui résulte de l'audience. Parfois, vous savez, vous avez préparé quelque chose. La veille, l'avant-veille. Puis sur le moment, en fait, ça marche pas. C'est pas dans le ton. Et c'est pour ça que, dans un début de plaidoirie, je m'efforce souvent, et nous, avocats, on a toujours ça, et c'est intéressant, on a toujours quelqu'un qui a parlé avant nous. Un contradicteur, un juge rapporteur, un avocat général. Et donc, moi, je m'efforce toujours de rebondir. Je dis, voilà, il a été dit ceci. Ça montre bien à quel point cette affaire est importante pour X, Y, Z. La question du rebond, elle vous garantit d'être, entre guillemets, dans le ton de l'audience. Ça veut dire que vous êtes attentif à ce qui s'est passé et que vous avez une capacité à improviser, à rebondir. Donc, pensez, plutôt que de... Alors, il y a évidemment, je me présente dans les intérêts de monsieur machin, mais bon, là, on est un peu dans le parachute ventral. C'est-à-dire, si j'ai pas mieux, j'ai toujours ça. Ce qui est pas scandaleux d'ailleurs, hein. Mais bon, on peut peut-être avoir mieux dans l'idée de rebond sur ce qui s'est dit avant. Donc, premièrement, l'exorde avec l'idée, plusieurs possibilités, soit d'insister sur l'importance de l'affaire, soit abstraitement, soit pour le client, d'insister sur un élément de contexte, d'insister sur son actualité, d'insister sur l'enjeu, voilà, bon, pour attirer une sorte d'attention. Ensuite,
Deuxième phase, Cicéron dit il faut raconter l'histoire. Parce que si on est devant un juge, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, il faut évidemment raconter chronologiquement ce qui s'est passé. Encore une fois, si on fait une plaidoirie complète, si on plaide par observation, c'est différent. Si on plaide par observation, on va donner 3 dates, les points saillants, etc. Donc 2, la narration. 3, l'argumentation, c'est-à-dire le moment où on va présenter ses arguments. Alors, je fais un insert. Dans vos arguments, il y a, non plus chez Cicéron, mais là, dans la guerre de Troie, que vous lisez aussi et que Gérard lit en grec, juste à côté, donc il a Homère et Cicéron, ça c'est 2 anciens associés qu'il a lourdés, donc dans l'argumentation, dans l'organisation d'une argumentation, pensez à l'ordre nestorien. Je ne sais pas si vous avez tous lu l'Iliade et l'Odyssée, mais petit rappel matinal, dans l'Iliade, il est raconté que le général Nestor, qui est donc le chef des troupes, les classait selon un ordre tout à fait particulier qui est devenu, pour les rhétoriciens, l'ordre dit nestorien, qui est, au début, il mettait des troupes très fortes, très fraîches, au milieu, il mettait les troupes les plus fatiguées, et à la fin, de nouveau, il mettait quelques troupes fraîches. Et donc, les arguments, c'est pareil. Votre argument fort tout de suite, les arguments un peu pourris au milieu, et de nouveau, on finit par un argument fort, pour avoir une première et une deuxième impression qui soient favorables. Donc, dans vos arguments, pensez-y, fort, faible, fort. Ça, c'est l'argumentation. 3e phase, donc, l'exorde, le démarrage, la narration, je raconte l'histoire. 3, l'argumentation. 4, très important, et on l'oublie souvent, la réfutation. Parce qu'il y a un adversaire, ou en tout cas, il y a une thèse adverse. Ou au contraire, le juge a peut-être lui-même des objections qui naissent. Et donc, il faut absolument que vous déminiez par avance ou ex post les arguments adverses. Sinon, vous n'avez pas fermé la porte. Vous ne fermez la porte que si vous dites, bien sûr, en plus, la plupart du temps, vous êtes dans des matières d'instruction écrite, donc vous savez ce qui vous est opposé. Et pour ma part, je dois dire que dans les veilles de plaidoirie, je passe plus de temps sur ma réfutation que sur mon argumentation. L'argumentation, c'est votre dossier, vous le connaissez par cœur. Ça fait des mois, des années, des mois que vous vivez avec, que vous avez conclu, que vous avez rencontré le client. Enfin, c'est quelque chose, vous avez été familier avec, vous avez même vu le dossier par le prisme de votre client qui vous l'a expliqué, etc. Et en fait, vous êtes un peu biaisé. Parce que le juge, lui, il n'a pas ce prisme-là. Et donc, vraiment, pensez à qu'est-ce que je vais entendre en face. Qu'est-ce qu'on va m'opposer et que je dois déminer parce que, encore une fois, c'est seulement à cette condition-là que vous aurez été complet. Donc vraiment, j'insiste parce que en plus, c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier parce qu'on ne vit pas avec. Oui, on a lu le mémoire de l'adversaire, mais bon, on l'a lu rapidement, on l'a classé, on a écrit au client en disant qu'on ferait une réplique qu'on n'a pas faite et on se retrouve à l'audience. Mais vraiment, en plus, c'est autant l'argumentation, le juge, il peut l'avoir lu dans les conclusions, autant la réfutation, c'est vraiment le truc de l'audience. L'avocat adverse est face à vous et c'est ce qu'il vous dit oralement que vous allez réfuter. Donc vraiment, pensez à fermer la porte par la réfutation. Et puis, la dernière phase de la plaidoirie, c'est la péroraison. On appelle ça péroraison en rhétorique. C'est simplement le dernier moment qui est une occasion d'exciter une dernière fois. Alors c'est pas le moment du dernier argument, ça c'est sûr que c'est pas ça. Sinon ça fait voiture balai et vous avez oublié. Ah tiens, au fait, l'esprit de l'escalier, j'aurais dû dire ça mais je l'ai pas dit donc je le case là. Ça c'est pas possible. Mais c'est le moment où on se résume et où on essaye d'emporter une dernière fois l'adhésion en attirant l'attention du juge, un peu comme au démarrage, sur les conséquences de la décision, sur la question des valeurs, sur le moment d'émotion. Vous savez, Cicéron dit aussi que l'art oratoire a 3 fonctions, plaire, convaincre et émouvoir. Et on dit que dans la succession du discours, en fait, ce sont 3 phases. C'est-à-dire qu'au début
on va essayer de plaire précisément pour attirer l'attention, attirer la bienveillance, les 7 premiers mots qui sont décisifs, etc. Donc, on va essayer de plaire. Ensuite, dans le corps, on va essayer de convaincre. Et puis, à la toute fin, on va quand même essayer d'émouvoir, si le dossier s'y prête. Évidemment, si vous avez un dossier super technique de propriété intellectuelle où vous tripotez des brevets depuis 15 ans, etc., bon bah là, l'émotion, elle est plus difficile à faire naître. Mais après tout, il doit y avoir une émotion dans le brevet, comme dans toute activité humaine. Mais donc voilà, ça, c'est les 5 phases, et vraiment, ça me paraît important. Puisque je raisonne par 5, c'est le petit moment pédago, et puis après, je voudrais qu'il y ait un moment de question-réponse. Hein. Donc je vais faire un dernier moment pédago, et puis après, on va bavarder. C'est les phases pour l'élaboration de la plaidoirie. Là encore, c'est pas moi, c'est Cicéron, c'est Démosthène, c'est tout ça. Je vais dire un tout petit truc sur Démosthène. Parce que, évidemment, parmi vous, même si vous êtes avocat et que, a priori, vous avez reçu un enseignement de prise de parole en public, vous aimez un peu ça. Alors oui, je dis ça pour ceux qui vraiment n'ont aucune activité plaidante. Je vais refaire un petit tour bio et après un peu pédago et puis après on discute. Moi, je suis rentré chez des avocats au conseil, il n'y avait pas de hasard, si vous voulez. Moi, je ne voulais pas plaider du tout. Mais du tout. D'abord, je trouvais ça vulgaire. Enfin, c'est scandaleux. Enfin, moi, je pensais que le droit était une science exacte. Vous savez, quand on sort de la fac, on vous dit « Ah non ». En fait, le droit est trompeur. Parce que comme vous n'avez pas, en France, d'opinion dissidente, vous n'avez pas accès aux délibérés. En fait, la solution juridique de l'arrêt se présente comme une évidence. Elle se présente comme la seule possible. Et quand on fait des études de droit, on commande des solutions et qui sont imposées avec une rigueur quasiment scientifique. Et on vous dit « Il n'y a rien d'autre de possible que cette solution ». Parce que ça se présente comme tel. On vous dit pas le doute du juge, on vous dit pas... Tout ça, ça n'existe pas. L'apparence de la solution, c'est que cette solution était la seule possible, rigoureusement et scientifiquement dans la règle de droit. Or, en réalité, ça n'était évidemment pas le cas, mais quand j'ai commencé, j'avais pas du tout l'intention de plaider, parce que je trouvais que c'était une façon un peu de tirer le juge par la manche, de le distraire de cette évidence juridique qui devait commander la solution, et que donc il n'y avait pas lieu de plaider, qui était un numéro de claquette ou de charmeur de serpent, qui était vraiment ridicule. Bon, ça c'était mon idée au départ. Peut-être que certains d'entre vous ont cette idée, et elle n'est pas absurde. Et puis après, il y a plusieurs choses. D'abord, je vous dis une chose. Évidemment, vous êtes tous, dans votre matière, dans vos matières, d'excellents techniciens. Sinon, vous ne seriez pas ici. Vous êtes tous des super techniciens de vos domaines. Pour autant, là, c'est l'associé qui parle. Dans un métier comme le nôtre, c'est un peu rude ce que je vais vous dire, parce que ça fait un peu darwinisme, hein, mais malgré tout, il y a des marches, il y a des gens qui ont monté les marches et d'autres qui sont en bas. C'est l'image de la profession. Ceux qui réussiront sont vraiment ceux qui savent non seulement leur technique, mais qui savent aussi convaincre de leur technique, qui savent la partager à un client, à un prospect, à un juge. La capacité à dire dans nos métiers, c'est un atout essentiel. Moi, je le vois, j'ai un collab extraordinaire. Il est 1000 fois plus fort que moi. Simplement, sa personnalité, son incapacité à aller vers les autres, à dire, m'empêche de l'associer. Je peux pas. C'est pas une question de cruauté, c'est juste je peux pas. Je peux pas l'associer. Parce que l'association suppose non pas seulement une technicité que l'on peut avoir en interne, mais une capacité à expliquer, à convaincre, à aller porter vers des clients, des prospects, des juges, des confrères dans une négociation, etc. Et si on n'a pas ça, le métier devient vraiment un métier de pure technique. Et honnêtement, à un moment, il s'arrête. Et à un moment, on plafonne. La technique plafonne, et ce qui permet de déplafonner, c'est ça. C'est la capacité à prendre la parole en public. Et honnêtement, voilà, c'est pas pour être, je sais, c'est un peu rude parce qu'on se dit ah bah merde alors, oui, il y a aussi, c'est vrai, dans notre métier, il y a des hiérarchies et d'expérience. J'ai 50 ans, je sais que ça ne se voit pas, mais j'ai 50 ans. Avec un tout petit peu d'expérience, c'est vrai que cette capacité
à aller vers l'autre, à dire. En fait, l'éloquence, au fond, aujourd'hui, pour nous, c'est pas très compliqué. C'est pas du tout. Alors, oui, si vous allez passer la conférence, c'est rigolo. Vous amènerez vos potes, vous ferez le cador. Si vous avez une meuf, vous l'éblouirez ou un mec. N'excluons rien. Ça, évidemment. Mais aujourd'hui, l'éloquence des avocats, pour moi, si ça se résume à une chose, c'est expliquer simplement une question complexe. Ça n'est rien d'autre en fait. Si vous avez réussi à expliquer simplement une question complexe, vous avez été un grand orateur. Parce que vos clients arrivent, en plus vous êtes dans des matières ultra techniques. Alors le juge est un technicien aussi, mais malgré tout, vous recevez la parole d'un client qui vous raconte sa technicité avec son langage, son jargon, et votre rôle est de faire l'intermédiaire pour transformer ça à travers des qualifications juridiques, à travers votre technicité juridique, en un langage audible pour un magistrat. Donc ça, c'est sur la question vraiment, dans nos métiers, c'est décisif. Et pour autant, petit souvenir perso, alors je ne sais pas comment c'est aujourd'hui à l'EFB, mais alors de mon temps, on avait donc des cours de prise de parole en public. Et alors c'était extraordinaire, parce que c'était pour moi les premiers cours de prise de parole en public. Dans les universités que j'avais fréquentées, il n'y avait pas ça. Maintenant, il y a des concours d'éloquence partout et des jeunes gens de 20 ans mettent des cravates. Enfin, tout ça est tragique pour faire croire qu'ils sont éloquents. Tout ça est grotesque. Et ils ont aussi, ça je vous le dis, oui, ça c'est marrant, ces jeunes gens là qui ont 20 ans, ils ont des cravates, c'est horrible, ils sont dans des associations d'art oratoire, c'est tragique. Et alors, ils ont des plans de carrière. Oh, alors ça me fait flipper. Alors franchement, les gens qui ont des plans de carrière, je voudrais en rencontrer, je voudrais même les disséquer. Enfin, pour moi, c'est un objet d'entomologie. Alors, ça n'existe pas. Enfin, moi, j'avais un plan de carrière, mais il a foiré, mais complètement. Mon plan de carrière, c'est que, je vous dis ça, puis après on va clôturer, puis après on va prendre les questions. Mon plan de carrière, c'est que je voulais faire l'ENA. Alors le problème, c'est que c'est comme dans l'amour, il faut être deux à être d'accord. Et eux, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, il y avait notamment un gars à l'oral de finances publiques. Alors lui, il était visiblement pas d'accord, puisqu'il m'a mis 6. Manifestement, il ne souhaitait pas que j'entre à l'ENA. Alors, il n'était pas désagréable en soi, hein, c'était pas une question personnelle, mais j'étais nul. Enfin, je savais pas, c'était l'impasse. Vous voyez, bon, on l'a tous fait. Au bout du moment, j'ai fait un truc un peu machin, puis au bout d'un moment, très vite, ça s'est effrité. Et en fait, vous savez, c'est l'examinateur. Il était très très gentil parce que il me posait des questions de plus en plus faciles. Oui, il va se dire à un moment, il va quand même répondre. Enfin, je veux dire, si ça se passe bien, normalement, on pose des questions de plus en plus difficiles pour voir jusqu'où va le candidat. Et moi, il me posait des questions de plus en plus faciles. Bah, je veux dire, à la fin, c'était combien j'ai de doigts. Mais évidemment, on rentre pas à l'ENA avec combien j'ai de doigts. Et donc, j'ai raté. Et là, cet examinateur qui avait une trentaine d'années à l'époque, c'était un examen de finances publiques, parce que ça existe aussi. Et là, c'était un jeune type de la Cour des comptes. Vous savez, bon, faut faire un jury. Alors donc, il y a toujours un universitaire et un jeune énarque. Et alors, pendant une trentaine d'années, j'ai plus de nouvelles, parce que j'avais pas de nouvelles. Voilà, son nom m'était resté gravé, parce que c'était quand même l'enfoiré qui avait fait capoter mon rêve d'enfant, et je l'ai retrouvé quelques années plus tard, parce que c'était Jean Castex. Et donc aujourd'hui, tout ce qui arrive de mal à Jean Castex me réjouit. Je me félicite de ses échecs. Je me réjouis qu'il soit contraint de prendre le métro. Enfin, tout ça me plaît énormément. C'est une sorte de revanche de l'existence. Non, mais il était vraiment très gentil. Mais j'étais très nul, hein, donc voilà. Donc tout ça pour dire que donc je voulais faire ça. Et puis après, comme j'avais pas pu faire ça, donc j'avais été avocat puisque j'avais fait du droit parallèlement, et puis je suis donc allé à l'EFB, où là j'ai eu des cours de prise de parole en public. Et alors tenez-vous bien, à l'époque, encore une fois, je crois que oui, c'est mon prof était Franck Dubosc. C'est vous dire qu'on voit les séquelles, hein. Donc voilà, parce qu'il y avait une armée de comédiens qui payaient leur fin de mois en faisant cours à des élèves avocats, et donc une génération d'avocats a été, toi aussi peut-être, élève de la troupe de Jacques Mestre, de Franck Dubosc, etc. Donc voilà, on voit à quoi ça mène, pour lui comme pour nous. Et donc aujourd'hui, je crois quand même que les secrétaires de la conférence sont mis à contribution, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais tout ça pour dire, oui,
moi je voulais être avocat au conseil. Parce que je trouvais ça sérieux et chic. Après, aujourd'hui, j'ai quelques réserves. Et puis surtout, on plaidait pas. Et ça me plaisait beaucoup. J'ai voilà un métier sérieux, avec des gens sérieux, qui sont dans des grimoires, qui écrivent des moyens. Voilà, c'est l'image de l'avocat au conseil, qui n'existe plus. Hein, mais pour moi, c'est une sorte de para-universitaire, un mec qui est dans la réflexion, dans l'abstraction, etc. Bon, pas du tout. Hein. On paye nos charges comme tout le monde. Mais voilà, je me disais, bon, ok, je vais faire ça. Je vais être avocat au conseil. Et donc j'avais commencé. Il y a une scolarité, peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance. Et à un moment. Et par le hasard d'une rencontre, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, moi je vais passer le concours de la conférence. Ah bon, c'est quoi? Et donc je suis allé voir, par curiosité. Et j'ai trouvé ça à la fois nul et super. J'ai trouvé ça nul, parce que je me disais, mais qu'est-ce que rien à foutre. Le sujet c'était, Dieu a-t-il besoin des anges? On s'en cogne en fait, rien à foutre de savoir si Dieu a besoin des anges, c'est un exercice dérisoire, ridicule, machin. Et puis quand même, c'est toujours pareil en fait. Tu t'avoues pas au fond de toi que ça te titille. Je veux dire, vous êtes tous avocats en propriété intellectuelle. Au fond, t'as vraiment envie de faire une compa. Au fond, t'as envie. T'as quelque part, t'as la robe en toi. Sinon, tu fais juriste de banque, t'abdiques, c'est pas grave. Il y a des gens qui sont heureux, peut-être, j'en sais rien. Bon, très bien. Je veux dire, ils sont à la défense, ils ont des chemisettes, ils ont un badge. Bon, on sait pas. Peut-être ils ont un bonheur dérisoire, mais peut-être. Après tout, pourquoi pas. Mais nous, on est avocats. Enfin, je veux dire, on n'est pas des chevaux de trait, on est des étalons. Et donc, moi, je dis, mais franchement, quand vous avez prêté serment, vous aviez ça en vous. En tout cas, votre mère avait ça en vous pour vous. Et franchement, non mais, je veux dire, réveillez ça. Prenez une petite perme, allez faire un truc. Si vous avez choisi ce métier, c'est qu'il y avait une petite flamme de ça quelque part en vous. Peut-être qu'elle s'est éteinte parce que, évidemment, vous avez choisi une matière très technique, qui est très belle d'ailleurs, voilà, que vous êtes dans un cabinet très structuré, avec des gros horaires. C'est normal, tout ça est normal, il n'y a pas de débat, c'est notre métier. Mais je dis juste, laissez pas ça s'éteindre. Ça existe encore en vous. Ça couve. Peut-être que parfois, vous êtes accaparé par d'autres trucs, par vos vies perso. C'est vrai. Juste, la robe, elle n'est pas dans la naphtaline complètement. Elle est quelque part, si elle est dans le placard, elle est quand même en vous. Et juste, faites-le une fois, deux fois, réveillez ça. Encore une fois, si vous avez fait ce métier, c'est que vous aviez ça. Et donc, plan de carrière. Donc, je me dis, non, je regarde le mec faire son truc, je dis, c'est naze, vraiment. Bon, très bien. Et au fond de moi, je me dis, ouais, c'est naze, mais quand même, c'est cool. Parce que sinon, en fait, j'aurais été avocat, je sais pas, là, ça fait, j'ai prêté serment en 99, donc ça fait, presque 25 ans, pas plus, hors taxe. Et je me dis, tu vois, est-ce que tu auras fini ton métier sans avoir jamais fait une cour d'assises? Alors, franchement, moi, de base, je voulais pas du tout. Enfin, c'était dégoûtant, voilà. Mais au fond, maintenant que je l'ai fait, je veux dire, franchement, faites-en une dans votre vie. Faites-en une. Même si vous en faites une, c'est le truc que vous raconterez dans les dîners pendant les 30 années qui viennent. Et là, on vous dira, ah ouais, tu vois, un gros violeur, tu vois, ouais, voilà. Un gros malfrat, ouais, braquage, ouais. Et honnêtement, faites-le. Enfin, faites ce que vous voulez. Mais moi, je voulais pas du tout le faire. Du tout. Honnêtement, et je vais vous raconter un truc. Mon premier client qui part en détention. Moi, je suis collaborateur d'avocat au conseil, tu vois. Moi, je suis dans les DALO, les JCP, les vieux grimoires. Tu vois, je prends des trucs et on a une bibliothèque papier, enfin, un truc de malade. Et donc, on branlote de la jurisprudence toute la journée. Très bien. J'ai mon premier client qui part en tôle. C'est-à-dire mon premier client. Bah oui, à la conférence, on part en tôle, hein, faut pas déconner. Hein, voilà. Et mes camarades qui, eux, sont pénalistes, parce que c'est ça qui est génial dans la conférence, c'est qu'on le fait avec des pénalistes et des non-pénalistes. Et donc les non-pénalistes sont épaulés par les pénalistes. Et mon client part en tôle, on est le 4 janvier, parce que je suis 4e secrétaire, et donc ça marche par période, machin. Et je lui dis, sous le regard ébahi de mes petits camarades de la conférence, le mec part avec les gendarmes, machin, il sort du bureau du juge des libertés, qui est donc le juge de la détention en l'occurrence, et le mec part, machin, et je lui dis, vous m'appelez quand vous voulez.
Voilà. Et mes camarades de promotion se foutent encore de ma gueule. Donc tout ça pour vous dire que j'étais pas voué à faire ça. J'étais pas voué à faire ce métier. De la même façon. Donc il part, voilà, il m'a pas appelé. Il a changé d'avocat, il a bien fait. Parce qu'à la conférence, on se fait beaucoup débarquer aussi, mais ça, c'est pas grave. Donc tout ça pour dire, il n'y avait pas de plan de carrière. J'ai fait ça, ça m'a titillé quelque part, et je me suis dit, ah, allez, je vais tenter le coup par défi perso. Par défi perso aussi. C'est pas seulement par défi d'avocat, c'est par défi perso. Parce que la prise de parole en public, c'est pas seulement dans notre métier que c'est important, c'est dans la vie. Toute notre vie, elle est faite de relations interpersonnelles qui naissent dans la parole. Et donc, je me disais, allez, quand même, moi, je suis super timide, j'aime pas ça, ça me saoule, machin, je suis technicien. Mais bon, je me dis, au bout d'un moment, je vais finir aveugle. Enfin, voilà, quoi, je ne sortirai pas, voilà. Et donc, je me disais, allez, je mets un peu d'air dans ta vie, essaye-le. Et donc, je l'ai tenté et ça a marché. Et aujourd'hui, enfin, je veux dire, j'étais pas voué à faire des films et à écrire des livres sur la prise de parole en public. Alors, pas du tout. Et ce qui m'arrive me surprend chaque jour. Mais bon, c'est une surprise agréable et c'est sympa. Donc, tout ça pour vous dire que donc j'ai fait la conférence et après j'ai adoré. Et donc, pendant moi, mon métier d'avocat au conseil, je l'ai mis entre parenthèses. Pendant 10 ans. 10 ans, j'ai fait votre métier, avocat à la cour. Bon, bah, je suis retourné après. J'ai failli bifurquer. Parce que ça me plaisait beaucoup. Mais après, bon, il y avait une technicité, bref. Tout ça pour vous dire que les plans de carrière, je sais pas où c'est, je sais pas où ça mène, je sais pas ce que c'est, je sais pas où ça va. Moi, j'ai mis 15 ans à devenir avocat au conseil, alors que je pensais mettre entre 5 et 10 ans. Donc, et aujourd'hui, j'écris des livres. Vous m'auriez dit, il y a ne serait-ce que 10 ans, tu vas écrire des livres qui, de surcroît, vont être édités et se vendre. J'aurais dit, mais t'es con ou quoi? Je vais publier les mémoires devant la Cour de cassation que je fais et je vais les publier et ça va intéresser des gens. Bah non. Donc, il n'y a pas de plan de carrière. La vie décide pour vous. Il n'y a pas de plan de carrière. Ça n'existe pas. C'est les mecs qui disent, à telle année, je serai machin, à telle année. Ça n'existe pas. Ce que je fais aujourd'hui était complètement imprévu dans le scope de ce que j'imaginais être mon métier d'avocat. L'idée d'avoir plusieurs vies parallèles. Une vie de prof, une vie d'écriture, une vie aussi d'avocat qui est quand même mon métier principal. Voilà. Donc, puisque vous êtes jeune et à l'orée de votre profession, je voulais vous dire ça. Il n'y a pas de plan de carrière, ça n'existe pas. Et deux, faites tout à fond. Si vous faites un truc, faites-le à fond. Si vous faites une compa, faites-le à fond. Si vous faites le concours de la conférence, faites-le à fond. Quand vous plaidez vos dossiers, faites-le à fond. Faites tout à fond. Moi, j'ai rien lâché. J'ai enseigné dans des trucs sordides, mais je le faisais à fond. Parce que je me disais, c'est pas grave, ça m'apprend quelque chose sur moi. Si ça marche pas, ça marchera demain. Dernière chose, et puis après on prend les questions. Pour ceux qu'on le traque, je vous dis juste cette phrase, elle est connue, mais je la rappelle. Alors on l'attribue tantôt à Guitry, tantôt à Sarah Bernard, tantôt à Louis Jouvet, c'est pas grave. C'est la jeune actrice qui dit au grand comédien, vous savez, moi je n'ai pas le trac. Et le comédien lui dit, vous verrez, ça viendra avec le talent. Donc vraiment, si vous avez les jetons avant de plaider, moi j'ai les jetons. Tout le temps. Il ne se passe pas une audience, et pourtant Dieu sait que contrairement à l'image que j'en avais, les avocats au conseil plaident, pas tous les jours, mais relativement souvent. Et j'ai peur. J'ai peur, j'ai tout le temps peur. C'est normal. Enfin, en tout cas, je pense que j'arrêterai quand je n'aurai plus peur. Si j'ai plus peur, bon, bah, ça veut dire que j'ai bazardé toute exigence et que de toute façon, je serai très content de moi quoi que je fasse. Donc ça, c'est vraiment zéro. Donc si vous avez peur, tant mieux. C'est une peur qui va vous donner l'adrénaline de donner le meilleur de vous-même. Et puis, si ça marche pas, bah, encore une fois, refaites-le. Il n'y a rien de définitif dans la parole, ni dans un sens, ni dans l'autre. Si ça marche, c'est pas que vous êtes un cador, et si ça marche pas, c'est pas que vous êtes une buse. C'est juste une question de travail, d'habitude. Si vous faites un truc une fois lent, bah évidemment, c'est incroyable, vous en parlez 15 jours avant, 15 jours après. Si c'est quelque chose que vous finissez par faire assez quotidiennement, bah, vous aurez l'habitude et vous prendrez des réflexes. Et au fond, la prise de parole, c'est aussi ça. C'est un peu de confiance en soi, c'est un peu d'image de soi, puis c'est aussi des réflexes et des habitudes.